Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les travailleurs du port autonome de Conakry s'opposent à la signature de l'accord signé vendredi entre l'État guinéen et la société turque Al Bayrak. Ils étaient mobilisés ce mardi à la Bourse du Travail et pendant ce temps, un des travailleurs a tenté de se suicider. Après les accords politiques, place maintenant au dialogue pour l'installation des exécutifs communaux. Les membres du comité de suivi se sont réunis ce mardi pour revenir sur les accords. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé hier, un contrat de cession vient d'être signé entre les autorités du port autonome de Conakry et la société turque Al Bayrak. La convention donne le droit à la société turque de détenir, d'exploiter, de réhabiliter, de développer et d'assurer la maintenance du port autonome de Conakry. Elle s'occupera de tous les services portuaires pour les marchandises et les navires. Il s'agit du pilotage, du remorquage, de la manutention, du service entrepôt, de la sécurité, du parking et de bien d'autres services. Il s'agit donc de réhabiliter et de moderniser le port conventionnel. C'est un contrat qui s'étend sur 30 ans et le coût global est estimé à plus de 492 millions de dollars. La tension est montée hier au port. Des menaces d'arrestation auraient été perpétrées contre certains travailleurs. Nous apprenons d'ailleurs que le directeur des ressources humaines et le chef comptable du port de Conakry ont été relevés de leurs fonctions ce mardi par le chef de l'État. Ils se seraient opposés à la signature de cette convention. Nous y reviendrons. Parlons toujours de cet accord signé pour la cession du port de Conakry aux Turcs. Un homme a tenté de se suicider ce mardi. Alseni Touré a tenté de mettre fin à ses jours en se mettant sur le bâtiment qui abrite la direction générale du port. Heureusement, le pire a été évité puisqu'il en a été dissuadé par ses amis. Les travailleurs du port ont ensuite été reçus par l'intercentrale syndicale CNTG USTG avec qui ils se sont discutés à la Bourse du Travail. Les deux parties se sont accordées de poursuivre la grève jusqu'à l'annulation du contrat. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara pour le reportage. Deuxième jour d'instabilité au port autonome de Conakry. Il n'y a pas eu de manifestation ce mardi. Les services de sécurité sont arrivés tôt pour empêcher tout mouvement. Mais le pire a été évité à la direction du port quand Alseni Touré a tenté de se suicider, alors qu'il s'apprêtait à sauter du haut de cet immeuble. Comme vous le voyez sur cette vidéo amateur, il a été retenu par ses collègues. Le moment de frayeur passé, les employés du port arrivent à la Bourse du Travail aux environs de 12h30. Ici, les attendaient les responsables de l'intercentrale. Au sortir de leur concertation, ils décident la résiliation du contrat et nous reprendrons les négociations là où on est déjà ici. Faute de quoi, on va continuer le blocus du pays jusqu'au moment où le gouvernement va lâcher prise, où les peuples, où les travailleurs vont nous lâcher. 2 cadres du port ont été suspendus de leurs fonctions suite à ce mouvement. Le syndicat du port promet de se battre pour qu'il soit rétabli. Je demande à tous les travailleurs de quitter avec la non-violence, de quitter complètement le port. Le brillant directeur des ressources humaines a été révoqué de ses fonctions parce qu'il a suivi les travailleurs. Et le président du collectif des travailleurs du port autonome, M. Fadiga, aussi, il a suivi la grève des travailleurs. Ce sont ces raisons-là qui ont fait qu'il est révoqué. Il est même poursuivi aujourd'hui. Une violation flagrante de la convention syndicale. Les travailleurs du port autonome de Conakry estiment être sur une démarche légale. Ils gardent leur optimisme dans ce combat qu'ils espèrent remporter. Nous faisons face à la lutte. Nous sommes unis. D'après la rencontre, nous nous donnons la main. Ici, nous nous sommes donné la main et nous conjuguons le même verbe pour aller vers de l'avant. Aux dernières nouvelles, le directeur financier et comptable du port, Ibrahima Khalil Keita, aurait démissionné de son poste dans la mi-journée de ce mardi. L'institution portuaire, elle, reste toujours inaccessible à la presse. Un détour à l'hémicycle, examen et adoption du chronogramme du projet rectificatif de la loi de finances cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre du Budget était face aux députés pour revenir sur les raisons de l'augmentation du prix du carburant à la pompe.
Si certains députés regrettent la baisse des dépenses d'investissement, d'autres par contre comprennent la mesure prise par les autorités, estimant qu'elles tiennent compte des accords passés avec les partenaires au développement. Le compte rendu est signé Mamadou Sadio Baldé, Elisabeth Bongono et Ali Ouba. Le ministre du Budget est revenu en détail sur les manques à gagner dans la mobilisation des recettes. Conséquence, le gouvernement a procédé à la réduction de certaines dépenses dans le souci de maintenir l'équilibre entre les dépenses et le déficit. Des projections des dépenses d'investissement de 14,10%, soit moins 1,06% du PIB par rapport à la loi de finances initiale, portent uniquement sur les immobilisations non financières pour 14,92%. En pourcentage du PIB, les dépenses d'investissement sont passées de 8,08% en loi de finances initiale à 6,49% dans le budget révisé. Cette décision a été sérieusement critiquée par certains députés qui estiment que le gouvernement fait un pas en avant et trois en arrière. La mouvance comprend ces préoccupations et souligne de passage que le gouvernement, au-delà des exigences internes, doit respecter les engagements pris avec les partenaires au développement. Certains estiment que le gouvernement aurait mieux fait, aurait fait beaucoup plus d'efforts en réduisant les dépenses de consommation qu'en réduisant des dépenses d'investissement qui sont des dépenses de développement. Et ça, c'est des questions de détail qu'on examinera avec les responsables. Sinon, globalement, le gouvernement a tenu compte du maintien de cet équilibre, de ce niveau de déficit négocié avec nos partenaires du Fonds monétaire. Vous savez qu'on a un programme avec eux et ayant maintenu cet équilibre, globalement, de façon technique, le budget est bien présenté. L'autre point que certains députés n'ont pas partagé, c'est cette annonce. La baisse des droits de douane sur les produits pétroliers consécutive au maintien du prix de détail à la pompe à 8 000 francs le litre, malgré la hausse du prix de baril à l'échelle internationale, ce qui a entraîné une perte de revenus à hauteur de 220 milliards, soit 0,2% du produit intérieur brut au premier trimestre. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision d'augmenter le carburant à 10 000 francs le litre à la pompe. Politique toujours, la crise politique qui a longtemps secoué la Guinée est sur le point de se décrisper avec les récents accords signés entre les différentes parties. À quand l'installation des élus locaux? La question reste posée. Les membres du comité de suivi étaient à nouveau réunis ce mardi pour faire le point sur les avancées enregistrées ces derniers temps. Les exécutifs communaux pourraient être installés très bientôt. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla pour ce compte rendu. Depuis plus de 6 mois, les collectivités sont gérées par les secrétaires généraux des communes. Après les différents compromis signés récemment entre les acteurs politiques, les exécutifs communaux pourraient enfin être mis en place. Il était question que le comité de suivi trouve la solution de la crise post-électorale, qu'on a appelé à l'époque le contentieux électoral. Aujourd'hui, la solution est trouvée. Nous allons très bientôt être sur le terrain, mettre en place les conseils communaux, parce que notre pays a souffert aujourd'hui de l'absence de la communalisation dans le pays. Quand les élus ne travaillent pas, le développement à la base est absent. Le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel dit avoir pris acte de tous les accords signés. Cette avancée va permettre désormais à ses yeux de faciliter l'installation des élus locaux. Nous prenons acte des accords signés entre l'opposition républicaine et la mouvance sur le contentieux électoral qui est donc terminé. Et ce qui va suivre désormais, ce sera l'installation des conseils des communes. La 25e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 n'a duré qu'1 heure. Les représentants de l'opposition se félicitent du niveau d'avancement des travaux. Les acteurs se sont félicités de cette avancée majeure qui nous permettra enfin d'installer les conseils communaux. Ça fait 6 mois, nos communautés ne peuvent pas bénéficier d'aide au développement parce qu'il n'y a pas de répondants sur le terrain. Donc nous sommes aussi pressés que les citoyens pour que les répondants soient installés. Les maires seront installés dans un bref délai, nous a fait comprendre le ministre Mourema Kondé.
Et puis, cette autre actualité, au mois d'avril dernier, le fils de l'ancien président guinéen Mohamed Touré et son épouse ont été inquiétés par la police américaine dans une affaire de maltraitance sur une jeune fille. Après quelques jours passés en garde à vue, le couple avait bénéficié d'une liberté provisoire en attendant le jugement. Nous savons désormais comment cette libération a été rendue possible. Dans un entretien qu'elle nous a accordé récemment, l'ancienne première dame de Guinée, Adja André Touré, a affirmé que c'est elle qui a payé la caution pour la libération de son fils et de son épouse. Elle pense que c'est un dossier monté de toutes pièces. Fatou Kébé revient sur quelques temps forts de cette émission. Suivez. 5 ans, c'est l'âge qu'avait Djenabou Diallo, la jeune fille recueillie par le couple Touré à leur résidence des États-Unis, selon une enquête des services de sécurité du département d'État américain. Les raisons de sa venue étaient précises: prendre soin de leur enfant et faire le ménage. Avec son passeport confisqué, la jeune fille aurait vécu tout le contraire. C'était plutôt un enfer durant de longues années. Ce n'est qu'en 2016 qu'elle a pu s'échapper du domicile de la famille Touré par l'aide d'un voisin. Cette version est tout à fait contraire à la réalité, a expliqué Adja André Touré, la mère de Mohamed, dans cet entretien. C'est une fille que les parents de sa femme ont donnée, qui est alliée à sa femme. Elle s'est liée à un homme qui lui a mis en tête qu'ils peuvent avoir de l'argent. Mais Mohamed, donc il faut faire ces choses-là. Cet homme-là, c'est un de Nigeria. D'accord. Qui était pareil, dans le voisinage d'elle. Quand elle affiche Mohamed, elle est avec lui, jusqu'aujourd'hui. Inquiété par la police américaine, le fils de l'ancien président guinéen et son épouse ont passé quelques gardes à vue avant de bénéficier d'une libération provisoire au mois d'avril dernier. La caution aurait été payée par l'ancienne première dame de Guinée qui pense que son fils et son épouse sont accusés à tort dans cette histoire. Dès que c'est arrivé, c'est la fille de Mohamed qui m'a appelé. Grand-mère, on a arrêté mon père et ma mère, on demande telle caution. Il fallait que je paye la caution là. Moi, j'ai dû vendre mon terrain ici pour subvenir aux frais. Outre l'affaire Mohamed Touré, Adja André Touré a des précisions sur les biens laissés par son mari. Des rumeurs persistantes attestent que les cases de Bellevue sont une propriété de l'État, ce que dément Adja André Touré. Elle précise aussi ne rien percevoir de l'État qui soit lié à ce domaine. Jusque-là, c'est confisqué. C'est dans la main de l'État. Ils utilisent les cases de Bellevue, je ne sais pas à quelle fin, mais bon, moi, ça ne me dit rien tout cela. Ce qui me fait mal, c'est quand ils disent qu'ils me donnent de l'argent. Je dis quel argent? Connue pour sa discrétion, l'ancienne première dame de Guinée ne manque pas souvent de se faire entendre lorsqu'elle est sollicitée. Ce fut le cas avec cette émission d'entretien télé dénommée Entre nous, diffusée récemment sur Espace TV. Voilà, à l'instant, Fatou Kébé qui nous signait ce commentaire. Autre fait marquant de l'actualité, l'escroquerie, l'arnaque. En Guinée, ce n'est pas un fait nouveau, mais l'usurpation d'identité, admettons que c'est rare. Et c'est une affaire de facture qui attire notre attention sur ce phénomène qui risque de devenir une habitude en Guinée. Au centre de l'histoire que vous allez voir, deux sociétés. La société de gestion immobilière et de construction, en abrégé Sogico, et la société de gestion et de construction guinéenne, en abrégé SGCG. La première est accusée d'avoir utilisé le nom de la deuxième pour établir une facture. Elle parle d'une usurpation d'identité, ce que rejette la société Sogico qui parle d'une erreur d'impression. Plus de précisions dans ce reportage que nous signent Mamadou Saliouba et Aliouba. Cheikh Diallo est directeur des ressources humaines. Et depuis quelques jours, une affaire le tourmente. Ce qui pourrait être la dénomination de sa société se retrouve sur une facture dont il n'est pas l'auteur. La facture, la voici. En haut de la page, le nom de sa société. Mais juste à côté, le logo d'une autre société. Nous, notre société, c'est la société de gestion et de construction guinéenne. La société Écran, qui a utilisé notre nom, son vrai nom, c'est la société de gestion immobilière. Au lieu de mettre immobilière,
ils ont directement mis société de gestion et de construction. La confusion est totale et c'est grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'elle est décelée. Une vidéo de 13 minutes dans laquelle l'auteur se pose autant de questions sur l'utilisation des 9,6 milliards de francs guinéens débloqués pour le curage des caniveaux et des avaloirs. Est-ce que pour curer les caniveaux de la ville de Conakry, est-ce qu'on a besoin d'1 million de dollars pour ça? Ça, c'est la première question. La seconde question, les 13 100 jeunes qui sont mentionnés dans ce document, est-ce que ces jeunes-là ont été réellement employés? Et pourquoi nous avons besoin de deux sociétés écrans pour sortir l'argent? Pourquoi? Les questions embarrassantes, la société de gestion et de construction guinéenne est alertée par sa banque. Elle vérifie l'information et constate que sa crédibilité est mise en jeu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont fait. C'est pour ne pas, bon, peut-être en cas d'audit, c'est pour ne pas peut-être qu'on les retrouve. Hein? Ou ils veulent balancer ça sur nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou c'est un moyen de saboter un peu nos futurs projets. Nous avons contacté la société mise en cause. Elle n'a pas souhaité s'expliquer publiquement. Par téléphone, elle nous laisse entendre que c'était une erreur à l'impression et qu'il ne s'agit même pas de la société de gestion et de construction guinéenne, car sur la facture, le terme guinéenne n'existe pas. Mais aux yeux de la société plaignante, tout ceci est incompréhensible. Eux, leur vrai nom, c'est Sogico. Il y a même leur logo. Mais au lieu de mettre ça, vous voyez, ça c'est leur logo. Sogico. Sogico. Et comment ça se fait qu'en haut, ils écrivent Société de gestion et de construction? Pour l'heure, la société plaignante ne compte pas porter plainte. Elle veut juste rassurer ses partenaires et mettre en garde les éventuels usurpateurs. Coup d'œil à l'intérieur du pays avec les habitants de Bouramaya Yafraya dans Dubreka qui rencontrent d'énormes difficultés pendant l'hivernage. La principale porte d'accès au village est prise d'assaut par la présence d'un village où il n'y a pas de pont de franchissement. Le seul moyen est d'emprunter les barques. Malik Sangana Kamara, Mariam Diallo, Tierno Sadouba pour le reportage. Le district de Bouramaya Yafraya. Bel environnement, vie paisible, mais pour y accéder, les habitants et les visiteurs risquent leur vie. La traversée de ce fleuve dans les barques est impérative, en l'absence de toute infrastructure de franchissement. Un véritable calvaire pour les habitants de ces villages en saison pluvieuse. La montée de l'eau est notre inquiétude majeure ici. Quand l'hivernage arrive, les étrangers ont du mal à traverser pour entrer dans le village. Si ce sont les autochtones, eux, ils peuvent se débrouiller de toutes les manières pour y accéder, malgré tous les risques. Une distance considérable parcourue par le piroguier pour transporter les passagers. Pendant ce temps, d'autres impatientes de l'autre côté du fleuve, malgré la peur dans le ventre pour les non-habitués de cette pratique. Les ressortissants de ce district, soucieux du développement de leur localité, sollicitent l'assistance de l'État pour la construction d'un pont. Difficilement quand on traverse, il faut qu'on cherche à avoir au moins un moyen local pour pouvoir au moins aider nos parents pour pouvoir au moins traverser. Donc il y a énorme risque dans cette situation. Nous demandons pratiquement à l'autorité compétente pour pouvoir au moins nous aider à avoir au moins soit un pont ou bien pratiquement un moyen disponible pour pouvoir aider la population de Bouramaya Yafraya parce qu'on a tant souffert pour ça. Avec les maigres moyens, les jeunes du district Bouramaya Yafraya comptent envisager un projet de construction d'un pont sur ces fleuves. Déjà, la première initiative avance pour doter la communauté d'un centre de santé. Une nouvelle agence de Orange Guinée a été inaugurée ce mardi au quartier Kipé, dans la commune de Ratoma. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la fondation Orange Guinée. La direction générale d'Orange
est revenu sur les objectifs de cette fondation tout en lançant un appel aux clients d'Orange Guinée de continuer à porter confiance en cette fondation. Reportage Justin Leno, Ibrahim Assouma. Voici la nouvelle agence d'Orange Guinée inaugurée à Cupé dans la commune de Ratoma. La cérémonie d'inauguration s'est effectuée en présence des hauts responsables de la fondation Orange Guinée. La directrice générale de la fondation revient sur les raisons qui ont motivé la mise en place de cette nouvelle agence. Donc l'objectif de l'ouverture de cette agence, c'est déjà d'assurer la proximité avec nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons plusieurs agences aujourd'hui qui sont ouvertes à Conakry. Mais Kipé, c'est un centre stratégique. Et pour rappel déjà, cette agence Kipé est un modèle One Design. Donc c'est le deuxième du genre après l'agence Kaloum, qui est à côté de l'ambassade de France. Et c'est la troisième grande agence de Conakry, en plus de Kaloum et de Bellevue. Donc nous voulons assurer quand même la proximité avec nos clients. Et nous voulons quand même leur donner des services simples, un accès facile à nos produits, un accompagnement dédié, sans qu'ils ne soient obligés de parcourir des kilomètres quand même pour accéder justement à nos espaces. So Yasmine motive également les clients d'Orange Guinée de continuer à porter confiance en cette société de téléphonie mobile. L'appel que nous lançons aux clients Orange, c'est de toujours continuer à nous faire confiance. Déjà, nous les remercions déjà pour la confiance dont nous bénéficions de leur part, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de 7 millions à nous faire confiance. Donc, nous les invitons justement à venir dans cet espace qui est mis à leur disposition, ainsi que ces services, justement pour être beaucoup plus facilement servis. Chaque année, la fondation d'Orange Guinée décide d'inaugurer de nouvelles agences en fonction des services réclamés par ses clients. Religion à présent, Hajj 2018, les candidats au pèlerinage, anxieux quant à leur départ pour la Mecque, ne doivent plus se faire de soucis. Les autorités religieuses disent avoir pris toutes les dispositions pour que tous accomplissent leurs devoirs religieux. Ils ont été sensibilisés ce mardi par ces autorités. Ismaël Nabé et Yacouba Traoré y étaient. Il y a quelques jours, plusieurs candidats avaient encore des difficultés d'accéder à leurs documents de voyage. Le ministre conseiller en charge des questions religieuses revient sur ces obstacles. Lorsqu'il y a des retards ou un quelconque retard dans ce dispositif, ça peut se répercuter sur la délivrance des visas. Ce cas nous a joué un tour cette année et qui a fait qu'on a eu 2 vols ratés dans le programme initial. C'était un programme initial de 26 vols. Mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, des solutions ont été trouvées pour permettre à tous les candidats inscrits de faire le Hajj cette année. Grâce à l'intervention personnelle aussi du chef de l'État, je l'ai dit sans démagogie, il était à Lomé lorsque cette situation est arrivée, en mission à Lomé, sa dernière mission à Lomé. De là-bas, il a donné les instructions et c'est à partir de là d'ailleurs que le ministre Koutoubou, qui est un spécialiste de la région arabe, a été adjoint à l'équipe qui est ici pour venir en renfort auprès des autorités saoudiennes pour que tout ce qu'on pouvait rencontrer comme obstacle puisse être levé afin que les pèlerins guinéens se rendent à la Mecque. Selon certaines informations, l'aéroport de l'Arabie Saoudite serait déjà fermé aux pèlerins. Le ministre dément et tente de rassurer. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je peux dire que presque tous les pèlerins guinéens sont partis. On a un seul convoi dont les pèlerins sont maintenant à l'aéroport, à l'attente de leur vol, qui va arriver cet après-midi, et aussi vont partir. Donc les quelques-uns, et quelques hauts cadres, et quelques personnels de l'encadrement maintenant, et les derniers pèlerins qui n'ont pas pu répondre pour des raisons de maladie. Les candidats rencontrés au centre islamique de Donka n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais tous se disent optimistes. La rubrique sport en difficulté s'intéresse aujourd'hui au tir à l'arc. Ce sport olympique de concentration et de précision est pratiqué en Guinée depuis 2006. Dénué de toute forme d'infrastructure, cette discipline peu connue du grand public remporte néanmoins des trophées majeurs ces dernières années sur le plan continental. Nos archers non loin de la cible, c'est un reportage que nous signe Alpha Omar Baldé, Mamadou Aliouba. Le 27 septembre dernier,
Les rideaux tombaient sur la 9e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc. La Guinée finit la compétition en apothéose avec 26 médailles, dont 11 en or. Pourtant, cette performance n'aurait pas pu voir le jour si, à ses débuts, la présidente fondatrice de cette fédération s'était laissée déstabiliser par les critiques. Personne ne nous croyait. Personne du tout. Et les gens se moquaient même, dire que c'est pas dans notre culture. Mais moi, je croyais à ce que je faisais. Je suis sportive dans l'esprit. Je dis que ce sport, je vais le développer en Guinée. Affiliée à la Confédération africaine de tir à l'arc et membre de la World Archery Federation, la Fédération guinéenne de tir à l'arc participe aux compétitions africaines depuis 2009 et les frais proviennent majoritairement de la poche de la présidente. Concernant des cotisations, ça vient de ma poche. Je le paye. Et de temps en temps, si nous avons des subventions, pas subventions, si l'État accepte de nous accompagner pour une compétition, nous économisons pour acheter le peu d'arc que vous voyez derrière nous, pour acheter des équipements. Et ce n'est pas la seule difficulté que traversent les archers guinéens. En principe, le tir à l'arc se pratique sur un terrain gazonné ou entièrement couvert de sable pour minimiser les risques de cassure des flèches. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, c'est sur ce terrain caillouteux qu'ils s'entraînent. Ce terrain-là, il faut le gazonner, je vous expliquais tout de suite. Il faut faire 2 blocs administratifs qui vont abriter le siège de la Fédération guinéenne de tir à l'arc et un petit atelier, magasin, là où on va stocker tout ce que vous voyez là, les arcs et ses accessoires. Comme un signe du destin, la Guinée va abriter le Tizo Kata pour la 2e année consécutive, sous les auspices du ministre Bantamasso, l'une des rares personnes à avoir cru et accompagné le tir à l'arc guinéen. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir et à bientôt.